C'est enregistré. Bonjour à tous. Alors, il est 10h30. Voilà, bonjour à tous. Ce webinaire commencera dans quelques minutes. Non, ça y est, maintenant il commence. Donc, bonjour à tous et merci d'être présents nombreux. Alors, vous êtes a priori, Charles disait 80 inscrits ? 84 inscrits précisément. 84 inscrits. Vous êtes déjà 26 présents maintenant. On sait qu'en général, les gens arrivent dans les premières minutes. Donc, Charles le disait à l'instant, les questions, vous pouvez les poser dans le chat. On les prendra à la fin. On va laisser, peut-être, je vais reprendre la liste des questions et on va commencer tout simplement par laisser les panélistes se présenter. J'ai perdu mes questions en fait. Voilà, donc on va laisser les panélistes se présenter. Alors bon, je vais prendre dans l'ordre de gauche à droite par rapport à ce que je vois moi. Donc Joël, tu vas peut-être, je te laisse commencer, Joël. Ah ben oui, si tu veux. Allez, c'est parti. Bon, moi, je m'appelle, comme c'est écrit, Joël Garcia. Moi, j'avais une boulangerie en France pendant pratiquement 17 ans, dans un petit village qui s'appelle Montblanc, à côté de Béziers. Et ça fait 6 ans que j'ai pris la décision de venir m'installer ici. Et au début, je me suis installé avec ma famille, avec ma femme. Et puis, vu le succès assez rapide, et puis la main-d'œuvre qu'on expliquera un peu plus tard, un peu difficile, j'ai été obligé de voir avec mes enfants. Et du coup, je suis arrivé à faire venir mes enfants et on a une business family, comme on dit ici. Et on se retrouve avec une équipe en totalité de, je crois, on est une quinzaine de personnes à travailler sur 2 établissements. Et ça continue. Tu n'as pas précisé dans quelle ville? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je suis venu m'installer sur Sarasota, en Floride, donc sur Sarasota. Une ville, alors si les chiffres, tu m'aideras un petit peu, toi, Sylvain, mais je crois qu'à la base, concentré, le centre, c'est dans les 40 000 personnes, et puis après, dans le détail, on arrive pratiquement à 400 000, peut-être, un truc comme ça, non? Je sais pas. Je regarderai. J'avais entendu, parce que c'est vrai qu'ici, aux États-Unis, les distances ne font pas peur, donc c'est assez éparpillé, il y a de l'espace. Et c'est une ville qui est en pleine progression et qui est en constante évolution. Ouais, c'est vrai. Voilà. Stéphane? Donc moi, bonjour tout le monde, c'est Stéphane Martin. Donc pareil, j'étais boulanger en France pendant une quinzaine d'années, donc sur Marne-la-Vallée, donc région parisienne. Donc ça fait 2 ans maintenant qu'on est installé nous du côté d'Orlando, dans la ville de Winter Garden. Donc c'est assez récent. Donc on a un bon succès aussi. On est une dizaine de personnes à travailler, quoi. Donc, à peu près 8 salariés en plus de moi et ma femme. Voilà, quoi. Okay. Olivier? Oui, alors bonjour ou bonsoir à tous. Je m'appelle Olivier Fro. Je suis le fondateur de la société FBM Baking Machines aux États-Unis. Nous sommes importateurs et installateurs de matériel de boulangerie et pâtisserie aux États-Unis depuis les années 80. J'ai participé à la création d'une centaine, je devrais dire de plusieurs centaines de boulangeries à succès aux États-Unis. Je suis disponible comme consultant pour accompagner tous les candidats à l'expatriation. Ok. Charles, je vais te laisser te présenter aussi. Je ne te vois pas en fait. Bonjour à tous, c'est bon, c'est bizarre. Pourtant, ma caméra est allumée. Voilà, je te vois. Je suis Charles, donc je suis le directeur exécutif de la Framco, la chambre de commerce franco-américaine de Tampa. Donc on aide les entreprises et les individus à déménager en Floride et plus précisément dans notre région de Floride de l'Ouest. Et on aide aussi les entreprises américaines à déménager en France et on propose nos services, notamment ici de networking pour vous mettre en contact avec des gens de confiance. Voilà. Voilà, et donc je vais finir. Donc Sylvain Perret, donc moi je suis le président de la chambre de commerce franco-américaine d'Orlando. Je suis aussi le fondateur de la société Objectif USA, donc certains ont trouvé cette conférence via
tunnel-là, je dirais. Et je suis très, très content aujourd'hui que nous fassions notre premier webinaire commun entre Framco et Fabco, qui sont deux chambres de commerce qui ont vraiment une certaine logique à travailler ensemble, puisqu'on est sur des secteurs géographiques assez similaires et assez proches, et qu'en plus, il y a des amitiés historiques existants entre les membres des boards respectifs. Voilà. Charles, je vais te laisser commencer à poser la première question, en fait. Alors, la première question, c'est simple. Pourquoi avoir fait le choix de venir s'installer aux États-Unis? On va commencer. Joël, vas-y. Ouais. Le choix, il a été assez mûrement réfléchi. La principale raison, c'est que j'étais dans un petit village et mon métier était très difficile pour en vivre. Et j'avais toujours entendu dire que les États-Unis, c'était le pays où on pouvait gagner sa vie en travaillant. Et donc, on a fait le pas. Et c'est pour vivre de notre travail, pour bien vivre de notre travail. Et je pense que c'est la raison et c'est même le résultat, il en est là. On vit vraiment mieux ici de ce métier-là que de ce métier pour moi, dans un village. Après, dans une grande ville, je ne sais pas, parce que je n'étais pas dans une grande ville, et c'est vrai que j'ai fait un pas d'un village à une grande ville, mais on vit bien ici aux États-Unis du métier de boulanger. Ok. Stéphane? Moi, je suis d'accord. Moi, j'étais en région parisienne, donc peut-être une plus grosse ville. Les constats sont les mêmes, hein, très difficile de vivre de notre métier. Donc nous, on était à un moment charnière avec ma femme. On se demandait si on redevenait ouvrier ou si on s'expatriait et allait travailler ailleurs. Donc on a fait le choix de la Floride et aucun regret là-dessus. Et je suis d'accord avec Joël, on vit beaucoup mieux en Floride de notre travail. Oui, sans vouloir dire qu'on veut devenir millionnaire, mais on vit honorablement de notre métier et on en est tout à fait satisfait. Ouais. C'est le ressenti. Olivier, tu as des choses à rajouter là-dessus? Bon, il est vrai que les commentaires de Joël et Stéphane ont l'air d'être très similaires à tous les commentaires que j'ai l'habitude d'entendre. Le plus important, c'est de comprendre qu'aux États-Unis, on peut faire du bon argent, peut-être même voir faire fortune. Et il y a des conditions à remplir, à savoir être passionné par son métier, peu importe si on est issu de la profession à l'origine ou non, car il y a un grand nombre de success stories, comme on dit, à partir de gens qui sont en reconversion et des gens qui ont fait toutes les professions du monde avant de devenir boulanger ou pâtissier. Donc, être animé par une passion et surtout comprendre l'importance de l'accueil. L'amabilité est une règle d'or aux États-Unis pour pouvoir être accepté, être apprécié et devenir et faire partie donc d'une affaire à succès. Voilà ce que j'aimerais dire aux gens d'aujourd'hui. Okay. Il y a des questions qui tombent dans le chat, on répondra à la fin, mais alors je vais passer à la question, c'est moi qui vais enchaîner sur la question suivante. Quelles sont les différences les plus importantes que vous avez constatées dans vos métiers, je vais dire au jour le jour? Quelles sont dans le métier de boulanger aux États-Unis, quelles sont les différences les plus importantes que vous avez constatées? On va continuer pareil, on va faire Joël, Stéphane, Olivier. Donc, Joël? La différence, moi je suis venu avec un métier d'allumé et j'ai voulu appliquer ce métier-là ici. Alors, il y a une difficulté primaire, c'est que au niveau technique, au niveau électrique, c'est vraiment différent ici, le matériel est différent, donc il faut vraiment avoir du matériel adapté. Et là, c'est là que Olivier intervient parce que ça fait des années qu'il est là et qu'il sait exactement de quoi il en est. Et après, au niveau pratique, non, moi j'applique les mêmes recettes. J'utilise même de la farine américaine, donc je ne savais pas pourquoi je n'utiliserais pas de la farine américaine. Parce que moi j'ai un dicton, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise farine au jour d'aujourd'hui. Il y a des gens très hauts qui fabriquent de la farine et qui savent ce qu'ils font.
Mais il y a de bons ou mauvais boulangers. Donc, parce qu'on peut mettre de la super farine dans les mains d'un non-boulanger, il n'arrivera pas à faire du pain. Et on peut mettre une farine un peu moyenne dans un vrai boulanger, il arrivera toujours à sortir quelque chose. Donc, ce qui a changé, pour moi, il n'y a pas énorme. La façon de travailler, il faut s'adapter avec les besoins des clients surtout et ce qu'ils demandent. Mais sinon, il n'y a pas trop de changements. Pas trop de différence. Stéphane? Parce qu'on a des produits. Pardon, excusez-moi. C'est parce que quand même, c'est vrai que j'utilise les produits de base américains, mais après, quand on veut rentrer dans la technique, j'utilise du beurre français, parce qu'ici, on n'arrive pas à trouver du beurre de tourage pour la pâtisserie et pour les croissants américains. Et c'est vraiment la qualité. Quand on veut avoir des produits de qualité, on se retourne vers les produits français, européens, belges, du chocolat ou du chocolat français aussi. Mais sinon, les produits de base, la farine en elle-même, je ne suis pas mécontent de la farine américaine. Exactement. Moi, hormis les produits plus pointus qui viennent de France, j'utilise également les ingrédients américains. Peut-être une différence qui est la régularité des fournisseurs. Il y a souvent des manquants dans les produits, sans être forcément prévenus. Donc, tu sais, je ne sais pas si toi, Stéphane, ça t'arrive, mais mon représentant me disait, la Floride, on est au bout du monde un petit peu. C'est vrai que les gens, les livreurs et les entreprises, quand ils arrivent en Floride, après, ils repartent. On n'est pas de passage. C'est peut-être un peu pour ça. Je ne sais pas si dans les États, si Sylvain a des gens qui ont des établissements dans d'autres États que la Floride, mais je crois que dans d'autres États, il n'y a pas trop de difficultés, je pense, parce qu'on est toujours au bout du tunnel. Après, c'est facile aussi de s'adapter. On fait un peu plus de stock et puis. Exactement. On est toujours avoir un stock tampon, ouais. Exactement. Bon, mais sinon, voilà. À part la taille des viennoiseries que j'ai grossi un peu par rapport à la région parisienne, c'est les mêmes recettes qu'en France. Et pour les pâtisseries, c'est exactement la même taille également. Sur la question de la livraison et de la Floride, alors effectivement, et encore, alors oui, Orlando, c'est déjà peut-être un peu moins. Orlando est quand même un hub de livraison. C'est vrai que Sarasota, on commence à être déjà un petit peu plus loin. Donc forcément, au niveau de la supply chain, c'est plus délicat. C'est vrai que les États, il y a vraiment des très très grosses plaques tournantes aujourd'hui qui sont des plaques tournantes, par exemple comme Houston ou comme Nashville. Qui sont des villes qui sont centrales aux États-Unis. Donc, quand vous êtes basé, par exemple, à Nashville, vous êtes quand on parle en camion, vous êtes à 2 jours un peu de tout. Maintenant, c'est vrai que si vous avez typiquement un fournisseur qui est dans l'État de Washington, alors je ne parle pas de la ville de Washington, de l'État de Washington, donc qui est à Seattle, et qui vous commandez ce produit à Seattle et que vous le voulez à Orlando, en camion, c'est 5 jours. Donc c'est vrai que vu la taille du pays, c'est vrai que pour la question des fournisseurs, ça peut avoir un impact. Oui, et puis même quand ils ont des stocks, quand ils ont des entrepôts stocks tampons, aussi bien à Orlando ou quoi, ça vient peut-être de New York, mais il y a un camion qui vient de New York une fois par semaine, donc il faut prévoir les commandes à l'avance. Et pour peu qu'il y ait l'hiver avec de la neige, le camion il a du retard et ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Mis à part les notions d'ingrédients qui ont de l'importance, je pense que le facteur numéro 1, pour ce qui me concerne, c'est de faire comprendre à tous les candidats qui arrivent de France qu'un concept de boulangerie traditionnelle à la française ne va pas forcément se dupliquer aux États-Unis de la même manière. Il y a ce qu'on appelle ici bakery café. Ce sont 2 mots-clés. Et dans la plupart des cas, on va créer donc un concept qui est défini sous les 2 mots-clés bakery café. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire un concept de magasin qui peut ressembler à un magasin traditionnel à la française avec des comptoirs de présentation, un personnel de vente avec un uniforme adéquate, mais surtout des places assises confortables pour une consommation sur place. Il est vrai qu'en France, c'est probablement devenu de plus en plus à la mode de pouvoir consommer sur place, mais pendant un très grand nombre d'années, excusez-moi, les consommateurs français ont toujours eu l'habitude de rentrer dans un magasin, ont toujours eu l'habitude de pointer du doigt un produit, que ce soit du pain ou de la pâtisserie, de la viennoiserie,
dont ils sont familiers, sans forcément poser trop de questions concernant ces produits, car les consommateurs français en général sont devenus tellement familiers que même les yeux ouverts, j'avoue qu'ils agissent un petit peu comme s'ils étaient aveugles. Ils ont tellement l'habitude de rentrer dans le même magasin et de reconnaître les mêmes produits dont ils ont l'habitude de consommer, alors qu'aux États-Unis, il faut se préparer à l'idée que nous, nos consommateurs américains ou résidents aux États-Unis n'auront pas le même comportement. Lorsqu'ils rentreront dans un commerce, un de nos commerces, à chaque fois ce sera une nouvelle expérience. Il faut donc les aider à comprendre, comment dire, les produits dont on cherche à promouvoir et éventuellement guider le consommateur vers tel ou tel produit s'il y a une hésitation au passage. Donc, ne vous attendez pas à ce que les consommateurs reconnaissent immédiatement des appellations ou qu'ils reconnaissent le contenu, les ingrédients d'une pâtisserie. Donc, attendez-vous à aider et accompagner le consommateur de manière à le mettre à l'aise et à le mettre en confiance, et permettez-lui de rester sur place, de s'asseoir, de consommer, car il appréciera non seulement le goût des produits, mais il appréciera l'ambiance à bord. Créer une destination agréable, une ambiance agréable. Quelquefois, il faut rajouter de la musique, un décor adéquat, mais l'ambiance participera grandement au succès de votre affaire, au-delà de la qualité et de vos produits. Voilà ce que je cherche. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai, tu as raison, Olivier, parce que c'est vrai qu'on n'a pas réfléchi, mais nous, on a tous les deux, on a plus ou moins une boulangerie, on dit boulangerie, mais c'est vrai qu'on a des tables assises. Moi, je crois que j'ai une quarantaine de places assises dans la première boulangerie et une quinzaine ici, dans la deuxième. Et c'est vrai que les gens, c'est pas le concept de la boulangerie où ils viennent acheter, c'est vrai. Il y a ça, il y a aussi le fait que le mot viennoiserie n'existe pas aux États-Unis. Pour eux, c'est croissant, tout est croissant, que ce soit un pain au chocolat ou un pain au raisin. Pour eux, c'est le nom croissant, et ça m'arrive assez souvent que les personnes arrivent et qui me disent bon, je vais prendre un couple of croissants, enfin deux croissants, et moi je commence à servir de croissants et j'en leur entends dire ah non, almond croissant et une chocolat croissant. Ah oui, c'est vrai, c'est pas deux croissants qu'ils veulent, c'est deux viennoiseries. Et c'est des trucs comme ça qui font, ouais, c'est vrai qu'il faut s'adapter. Ouais. Moi, je suis peut-être une exception parce que j'ai que 2 places assises et je suis en take-out. J'ai vraiment le concept pour l'instant de la boulangerie française pure et dure, c'est-à-dire un gros rayon de pain, viennoiserie. Alors, pour moi, comme mes clients, la viennoiserie, c'est de la pâtisserie. Donc, que ça soit un éclair ou un croissant, c'est la même chose. C'est pareil, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'on commence à réfléchir à avoir des places assises aussi, mais pour l'instant, on tourne très bien juste en take-out. Ouais, non, ça s'explique par l'historique aussi. Hein. Moi, je connais vos deux affaires, ça s'explique par l'historique. C'est vrai que Stéphane, tu as repris une affaire existante qui était formatée effectivement beaucoup autour du pain et entre autres vente aux professionnels à l'époque, alors que Joël a créé. Donc Joël, comme il a créé, et d'ailleurs tel que tu as fait le local de Joël, c'était un local qui, à l'époque, accueillait des clients assis. Donc ça vient en fait, de vos historiques. Moi, ça m'a évoqué deux choses, ce que vous avez dit et ce que Olivier a rajouté. Olivier a parlé donc effectivement de ce qu'on appelle ici la shopping experience. La shopping experience, c'est-à-dire que les gens, effectivement, ils veulent une expérience en même temps. Donc, c'est vrai que vous, tous les deux, vous misez sur, effectivement, le français, le produit français à fond. Ça fait partie de la shopping experience. Donc, des tours Eiffel partout, comment ça s'appelle, Edith Piaf en fond, etc. Ça fait partie de la shopping experience, ça fait partie du produit, ça. Oui, c'est vrai parce que il y a aussi une chose, c'est que les Américains sont habitués à énormément de chaînes. Et donc, alors que quand ils arrivent dans une boulangerie française, chacun vient avec son identité. Moi, j'ai mon identité, Stéphane, il a son identité. Donc, quand il rentre dans une boulangerie française, c'est vraiment un concept différent. Moi, c'est vrai que je mettais la radio Nostalgie française dans l'établissement. Je parlais français. Les gens ma femme, on parlait français. Donc, ils rentraient dans
Ma déco, je l'ai faite comme je le sentais, comme j'avais envie. Donc, je ne me suis pas américanisé là-dessus. D'ailleurs, je n'ai rien américanisé du tout. Et c'est vrai que les gens, quand ils rentrent, déjà, rien que quand ils rentrent et qu'ils voient la vitrine avec des pâtisseries, ainsi de suite, qu'ils entendent derrière le comptoir parler français, qu'ils entendent après un fond, oh oui, même la musique, elle est française, ils voyagent déjà. Déjà, les gens voyagent. Et c'est ce qu'ils recherchent, en fait. C'est la shopping experience. Ouais. Et l'autre élément qui m'a fait sourire, effectivement, quand vous parliez effectivement des noms des produits, moi, par exemple, ici, la première fois que je suis rentré dans une boulangerie française, qui d'ailleurs, pour le coup, était tenue par des Américains, et je vois un magnifique millefeuille, et je commence à tenter d'expliquer 1000, le mec, il me regarde, etc., puis je montre le truc. Ah, un Napoléon. Ouais. Un Napoléon. Je ne savais pas que ça s'appelait Napoléon avant. Ici, voilà, le millefeuille, c'est le Napoléon. Bon, ok, très bien. Je ne sais pas si ça. Chez Napoléon, c'est peut-être Napoléon qui l'a inventé, j'en sais rien, mais bon. Non, je crois que c'est parce que c'était l'une des pâtisseries préférées, ils disent, les Américains. C'était l'une des. Pour eux, enfin, un client m'a expliqué que c'était parce que pour eux, les Américains, c'était le gâteau préféré de Napoléon. D'accord, bon, bah, ok. On cherchera l'historique. On cherchera l'historique, ouais. On va passer à la question suivante. Ah, pardon, vas-y. Oui, j'aimerais rajouter quelque chose que je considère de grande importance. Les Américains ou les résidents aux États-Unis, puisque toutes les communautés du monde sont représentées aux États-Unis, nous achetons avec les yeux. Donc, il est nécessaire de flatter les yeux. Les gens reviendront chez vous s'ils ont eu une bonne expérience auparavant. Ils auront peut-être une mémoire du goût, mais quand ils reviendront chez vous, il faut rebelote les flatter, plutôt que flatter leurs yeux. Donc, le merchandising, comment dire, on dit, je crois en français, l'achalandage, la présentation des produits, a une grande importance. Si en France, le consommateur va reconnaître immédiatement un croissant d'un pain au chocolat, aux États-Unis, il sera peut-être nécessaire de rajouter un petit peu de décor, un peu de fondant, des amandes effilées, des pépites de chocolat sur l'extérieur du produit, encore une fois, de manière à attirer l'œil et à susciter un intérêt. Donc, je ne sais pas si Stéphane et Joël auraient des commentaires supplémentaires à faire, mais c'est quelque chose qui me paraît être indispensable et ça ne se limite pas seulement à notre profession. Je dirais qu'à tous les commerces existants aux États-Unis, de flatter les yeux, on achète en fonction de ce que l'on voit. Oui, mais moi je dirais pas qu'aux États-Unis, en France aussi. Je pense que notre métier, moi-même en France, je disais un gâteau, je leur disais aux clients quand ils venaient, oh, qu'il est beau, je dis, mais un gâteau, quand le client dit il est beau, il est bon. Voilà. Je pense que ce n'est pas uniquement aux États-Unis. Je pense que quand on est attiré par quelque chose par les yeux, quoi qu'il en soit, on y va plus facilement. Mais c'est vrai que c'est important aussi. Moi, par contre, au niveau de tous les toppings qu'on voit énormément aux États-Unis, je n'ai rien rajouté. C'est vraiment mes produits français qui sont bien présentés. Mais comme dit Joël, en France, c'est exactement la même chose. Si on veut travailler, il faut bien présenter ses produits. Mais il n'y a pas besoin de rajouter d'autres choses supplémentaires, je ne pense pas en France. Non, ils sont venus chercher des produits français. Il faut leur expliquer à chaque fois, bien leur expliquer, voilà, on a différentes viennoiseries différentes et rester à leur expliquer, répondre à toutes leurs questions, évidemment. Les allergies aussi, souvent, quand il faut faire attention à ça aussi parce qu'ils sont pointus là-dessus. Charles, tu passes à la question suivante. Alors, quelle est la différence au niveau produit, notamment pour s'adapter aux produits ici et les ingrédients? Alors, on y a déjà répondu, plus ou moins. On a déjà répondu, donc je pense que je t'avais passé un texte sur le chat. Si on peut peut-être passer directement à la suivante, à mon avis. Alors, est-ce que le matériel est différent? On va peut-être commencer par Olivier, là, pour le coup. Je pense, oui. Si le matériel de production ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que les professionnels français ont l'habitude d'utiliser en France, il faut comprendre l'importance que des modifications d'ordre électrique sont impératives pour pouvoir satisfaire les normes américaines. Le système électrique aux États-Unis n'est pas le même que celui en France ou en Europe. Donc, au départ des usines, il s'agit de faire des modifications du câblage. Et nous connaissons les exigences du marché américain, du système américain. Donc,
au départ, lorsque les machines ou les fours sont préparés aux usines, il est impératif pour nous de s'assurer à ce que les modifications soient faites en amont. Quelquefois, nous devons faire un complément de modification une fois le matériel arrivé aux États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose de grande importance. Pas question pour un professionnel français de se dire, allez hop, je vais remplir un conteneur par moi-même et puis le matériel auquel je suis habitué, il fera l'affaire une fois arrivé aux États-Unis. Non, ça n'est pas possible. Et puis un autre aspect de grande importance, les certifications d'ordre sanitaire, d'ordre électrique, d'ordre mécanique. Il y a tout un tas d'autorités locales qui devront vous donner leur accord avant de vous permettre d'ouvrir votre commerce. Donc, il est indispensable que le matériel soit aux normes et qu'il y ait des étiquettes de certification qui démontrent, qui prouvent que le matériel est en effet bien conforme aux normes. Donc ça, c'est notre travail et c'est un travail, je dirais, sérieux auquel on doit prêter attention, car le jour où le commerce est prêt à ouvrir, vous serez sujet à un grand nombre d'inspections en tout genre, hein. L'inspection sanitaire, l'inspecteur responsable du service électrique, un autre responsable du service incendie. Tous ces gens-là sont habitués à regarder, à fouiner et à vérifier. Hein, c'est tout à fait normal. Et donc, pas question d'arriver les mains dans les poches et de prendre le risque qu'un matériel ne soit pas conforme et adéquat selon les exigences locales. Voilà ce que je cherchais à dire. Oui. Je vais bousculer un petit peu l'ordre des questions qui étaient prévues, parce que vous en avez, en fait, on a déjà abordé pas mal de points. Alors, là, la question que j'aimerais évoquer, c'est, parce que vous avez eu quand même 2 expériences un petit peu différentes. Alors, la question, c'est, vaut-il mieux créer ou reprendre une affaire de boulangerie? En fait, le plus simple, je crois, c'est si chacun, vous pouvez un petit peu expliquer comment vous êtes arrivé, comment ça s'est fait, parce que vous avez eu 2 expériences quand même assez différentes. Joël, c'est quand même si c'était un local, mais c'est quand même plutôt une création. Stéphane, c'est une reprise, donc ça justement, c'est intéressant de voir les 2. Et en parallèle, Charles, si tu peux partager quelques photos de l'affaire de Joël et puis après de l'affaire de Stéphane, les photos qu'ils ont envoyées. Joël, je te laisse commencer, expliquer comment. Alors ça, c'est chez Joël pour le coup là, mais tu dois. C'est chez Stéphane. Là, pour Stéphane, ouais. Ouais. Non, moi, c'est vrai que quand je suis arrivé ici, j'ai cherché. Bon, comme je partais sur une création, j'ai cherché un local, et c'est là qu'ont commencé les démarches à dire bon, comment on peut faire. Et là, on s'aperçoit que dans le concept de la boulangerie, on a besoin d'un local avec une hotte. On a besoin d'une grease trap, d'une trappe à graisse, merci. Et après, l'alimentation électrique est importante aussi parce qu'au niveau des fours, on a besoin du 380. 3 phases. Et il y a des endroits où ce n'est pas accessible. Donc, moi, quand j'ai voulu créer, j'avais des critères de sélection de mes locaux, c'est de trouver un local qui réunisse ces 3 principales raisons qui me permettraient d'ouvrir. Et alors, c'est vrai que j'ai repris un établissement qui existait parce que de reprendre un établissement qui existe où il y a déjà les permis pour les trappes à graisse, le permis pour la hotte et le permis pour et la puissance nécessaire, ça m'a permis d'avancer rapidement sur la création. Et après vient Olivier est bien intervenu pour m'aider à ce niveau-là parce qu'il a du vécu. Et après, une fois qu'on a commencé à avoir ces critères-là, j'ai trouvé un établissement. J'ai surtout fait une recherche au niveau de l'emplacement aussi. Donc, ça fait partie de la recherche, l'emplacement. Et après, on est parti pour la création complète. On a fait, une fois que j'avais cet élément-là, ce local que j'ai trouvé, on est parti. Et j'ai fait les démarches en juin. J'ai signé le closing en juin. Je prévoyais d'ouvrir en septembre et on a ouvert en octobre. Et sachant que des permis de hotte, de graisse trap étaient déjà acquis, mais il fallait faire quelques travaux.
Les plans, il fallait avoir des plans, on a des visites, les enseignes, on est obligé d'avoir des permis pour des enseignes. Donc, on ne peut pas dire, oh, je vais prendre cette enseigne et je vais la mettre là. Non, non, il faut se référer à une personne, une compagnie qui soit accréditée à faire les enseignes, ils font la démarche au niveau du département, enfin de la ville, ceux qui sont responsables de ça. Et l'électricité, c'est pareil. La plomberie aussi, ça aussi en Floride, ils sont pointus là-dessus. C'est pour ça qu'il y a des trappes à graisse et qu'on ne peut pas faire de la plomberie soi-même. On est obligé d'avoir un plombier agréé. Et toutes ces démarches-là prennent du temps. Et quand on crée, même bon, moi j'ai racheté l'établissement existant, mais j'ai créé. Quand on crée, on a des modifications et ça prend du temps. Et on n'est pas à la merci d'avoir un mois de retard ou deux. Alors, un mois de retard, très honnêtement, c'est vraiment très honorable. C'est trop Parce que tu es vraiment dans la fourchette très, 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 très basse des retards. Un mois de retard, c'est extrêmement honorable. L'autre élément qui est marrant, c'est qu'à l'époque, le business que tu avais repris, donc c'était une franchise Quiznos. Quiznos, c'est une franchise de sandwich qui allait très, très mal, qui va toujours pas bien d'ailleurs, qui allait très, très mal et qui en a fermé de très nombreux. Alors, c'était une très, très bonne opportunité. Pour le coup, regardez actuellement les Subway, parce qu'il s'est déjà fermé 1000 Subway dans les 2 dernières années aux États-Unis, et l'hécatombe n'est pas près de finir. Subway va mal, Subway traite très 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 mal ses franchisés. Donc Subway, c'est aujourd'hui l'établissement de restaurant qui a le plus d'établissements au monde, avec de mémoire 32 000 Subway, quelque chose comme ça. C'est des franchisés. Par contre, c'est la fuite. Tous les Subway, il y a énormément de Subway en vente et ils vont très mal. Donc, pour le coup, il y aura certainement des affaires à faire sur des Subway. Et dans des Subway, tu as l'équipement déjà prévu. Tu as la hotte, tu as la trappe, la graisse trappe et tu as l'électricité, puisque tu utilises des fours assez puissants aussi. Donc, tu as déjà ces produits-là qui ne sont pas, parce qu'il faut savoir que le local où je suis, le deuxième, j'ai fait installer le 380, le 3 phases. C'est pas moi qui l'ai financé, c'est le propriétaire, il me l'a financé, mais ça lui a coûté, si ma mémoire est bonne, là, les $18 000. C'est pas une petite somme. Donc, et l'électricité n'était pas loin, était de l'autre côté de la rue. Que s'il faut aller tirer un peu plus loin les lignes, je pense que c'est entre 20 et 30 000 $. Et ça pèse lourd sur un budget. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut bien regarder. C'est là où je fais mon attention, c'est là-dessus. Moi, mes 3 critères qui m'ont fait sélectionner, c'est ça, c'est là où on peut gagner du temps et c'est moins 1 euro parce que même une hotte, je ne sais pas combien ça peut coûter, Sylvain, toi, tu as peut-être une idée, mais si on fait installer une hotte dans un toit, c'est pareil, c'est au moins dans les 15 000 $, un truc comme ça. C'est clair. Stéphane, tu expliques ton parcours, toi? Alors moi, voilà, c'est l'autre cas. Moi, je cherchais plus à reprendre une boulangerie existante, justement par rapport à un gain de temps. On était relativement pressés, on avait perdu un peu de temps sur d'autres projets au début. On a eu la chance de trouver une boulangerie qui était déjà spécialisée dans le pain, parce qu'il y a très peu de vraies boulangeries. Et, comme le disait Olivier, il y a beaucoup de cafés et boulangeries, mais qui ont très très peu de pain. Moi, j'ai une très grosse gamme de pain. Donc, on a eu la chance de trouver celle-là. Donc, moi, c'est pas dur, hein. On a signé le closing le 1er mai. Le 2 mai, j'ouvrais. Donc, on avait pris en amont tous nos repères avec le personnel, avec les anciens propriétaires qui étaient très, très gentils, qui nous ont laissé venir vraiment comme on voulait, étudier tout. Donc, voilà, quoi. Moi, je suis arrivé, j'ai juste eu à réceptionner ma livraison et à ouvrir mes sacs de farine et puis à attaquer. Donc, niveau matériel, j'avais tout. On avait fait les autorisations des licences de la ville et du county, forcément, pour déclarer notre commerce. Mais hormis ça, moi, tout était déjà clé en main. Là, la particularité quand même de Stéphane, puisque j'ai bien suivi le dossier très très près, la particularité quand même, là en l'occurrence, c'est que les gens qui géraient cette boulangerie n'étaient pas du tout du métier. Cette affaire avait été créée par quelqu'un du métier qui d'ailleurs avait fait une très très bonne gamme de pain, vraiment une belle gamme de pain. Ils ont revendu cette affaire à un couple de Bolivie ou de Colombie ? Colombie. De Colombie. Alors, de mémoire, lui
était médecin, Avocat. elle avocate. Ou alors c'est l'inverse. Lui était avocat, elle était médecin. Elle était médecin et en fait, quand on les a rencontrés, ce couple-là, ils étaient à l'agonie. Parce qu'ils perdaient du chiffre d'affaires mois après mois. Et puis, ils n'étaient pas du tout du métier. Ils s'étaient fait tout un monde que voilà. Mais là, concrètement, ça ne marchait pas du tout et ils repartaient dans leur pays. Oui, ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'en fait, c'est une affaire de budget. Hein. Selon son investissement initial, il faudra se diriger vers différents types de scénarios. Si on a un petit budget, ces derniers temps, je recommande à mes clients d'être à la recherche d'un petit commerce à la vente. Ça pourrait être un petit café, un petit restaurant, quelque chose comme Joël a défini auparavant, avec un peu de chance de faire un achat pareil à moins de 100 000 $. Hein. Celui qui a à sa disposition un budget beaucoup plus important, il peut se permettre de louer un local nu, mais il doit se préparer à dépenser un budget travaux d'aménagement intérieur relativement conséquent. Il me paraît être indispensable de dépenser au jour d'aujourd'hui un minimum de 150 à 200 000 $, ne serait-ce qu'en travaux d'aménagement intérieur. S'il s'agit de finir le sol, les murs, le plafond, de construire des toilettes, d'amener tout ce qui est plomberie, électricité, fumisterie, etc. On a vite fait de dépenser entre 150 et 200 000 $ en faisant très, très attention. Hein. Donc, si vous avez la chance de trouver un petit commerce plus ou moins boiteux que vous pouvez acquérir pour moins de 100 000 $, ça peut être une source d'économie très importante. Hein. Vous n'avez plus besoin de corriger ou de changer le sol, les murs, le plafond, les toilettes sont existants. Héritez et optimisez et arrangez-vous pour récupérer tout ce qui est plomberie, électricité à votre avantage et ainsi le poste de travaux devient réduit au minimum. Hein. Maintenant, si vous avez un budget beaucoup plus conséquent à votre disposition, imaginons entre 300 et 500 000 $, là, la porte est ouverte à trouver un local en or. J'ai plaisir à définir un local en or, en argent ou en bronze. Hein. Et je crois que c'est une loi universelle dans l'immobilier. Hein. Si vous trouvez un local en or super bien placé, avec des espoirs de chiffre d'affaires, comment dire, imbattables, là, la tentation est grande. Hein. Vous signez un bail, un lease, le bail, enfin le loyer risque d'être conséquent, mais si les espoirs de chiffre d'affaires sont là et presque garantis, la tentation est grande. Mais encore une fois, il faut être prêt à dépenser suffisamment d'argent pour aménager le local. Quelquefois, il s'agit en même temps de satisfaire le propriétaire. Quelquefois, le propriétaire a des exigences hein, quant à l'aménagement, à la finition de son local. Si toutefois le locataire devait capoter au fil du temps, le propriétaire entend récupérer ce local à sa manière. Hein. Donc, un budget conséquent pour les travaux, un budget conséquent en matériel, en achat de matériel. Et donc, on arrive rapidement à un budget total qui dépasse largement les 350 000 $. Donc, ça, c'est une autre approche. Et puis, quelque chose que j'aimerais dire, c'est la personnalité de l'investisseur. Hein. On l'appellera investisseur, on l'appellera professionnel, on l'appellera opérateur. Sa personnalité a beaucoup d'importance. Est-ce que l'on est quelqu'un qui est du style animer un magasin, discuter le coût avec sa clientèle, ou on est plutôt quelqu'un qui aime être sur la route, à chercher des clients parmi les hôtels, les restaurants, les country clubs. Donc, en fonction de la personnalité de l'investisseur, choisissez un concept qui vous correspond, qui vous convient. Hein. Soyez à l'aise dans votre métier et si vous aimez faire du commerce, si vous aimez être sur la route et être à la recherche de clients dans la catégorie wholesale, c'est-à-dire vente à l'extérieur, eh bien, que votre personnalité corresponde à ce scénario-là. Voilà. Si je peux me permettre de rebondir aussi là-dessus, ce que tu dis, Olivier, c'est vrai que moi, en tant qu'artisan français, on avait une référence d'un prix d'un établissement en France en fonction du chiffre d'affaires et du matériel qu'il y avait à l'intérieur. Donc, et en arrivant ici, je me suis aperçu que
peut-être Sylvain, tu ne vas pas être d'accord, mais c'est vrai que le chiffre d'affaires, ça a une importance, mais pas autant qu'en France. Moi, on m'avait dit, attention, les leases, c'est très important de signer un bon lease, d'avoir une protection parce que le propriétaire, enfin, moi, en tant que responsable de ma boulangerie, si le propriétaire, à la fin de mon contrat de lease, ne veut plus me le renouveler, il est dans ses droits et moi, je perds tout. Je perds tout le bien que j'avais fait, et ainsi de suite. Et je suis obligé de rebondir. Alors, j'avais cette peur-là de chercher un lease et de me protéger. Donc, j'avais signé 5 ans et 2 fois 3 ans. Donc, j'avais signé un lease jusqu'à 11 ans. Donc, là, j'étais libre. Mais je m'aperçois après, par le fil du temps, que quand même, cette peur, elle est amoindrie parce que quand même, les propriétaires, quand il y a des gens à l'intérieur qui travaillent et qui vivent et qui continuent à payer leur loyer, mais ils n'ont pas envie de les faire partir quand même. Donc, c'est vrai que c'est moins important que ce que je pensais au début, mais il faut le signaler pour ceux qui veulent venir s'installer que le locataire, en tant que locataire, on est moins protégé qu'en France. Donc, je vais être totalement, tu disais, je vais peut-être pas être d'accord, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Alors d'abord, tu as dit 2 choses. La première chose, tu as dit que le chiffre d'affaires est moins important. Oui, parce que la valeur des affaires ici, elle n'est pas fonction du chiffre d'affaires, elle est fonction de ce que l'affaire gagne. Donc une affaire qui ne rapporte rien aux États-Unis, elle ne vaut rien. Vous pouvez dire, je fais 2 millions de chiffre d'affaires, oui, vous faites 2 millions de chiffre d'affaires, mais à la fin de l'année, vous perdez 100 000. Votre affaire, elle vaut 0. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi pareil en France, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est le gain. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, moi, quand j'ai repris cette affaire, c'est bien simple. Même le prix de vente, moi j'ai été aidé par, je ne sais pas si tu te souviens, avec Geneviève Poulain, qui m'a vraiment très bien aidé à ce niveau-là, qui est Realtor et qui parle français, donc, parce qu'elle est belge d'origine, et ça, comme toi, avec l'américain et le français, on aime bien avoir des interlocuteurs français, donc ça nous aide bien. Et c'est vrai qu'au niveau de la négociation, je crois que le gars, il m'a annoncé, si mes souvenirs sont bons, il m'a annoncé dans les 75 ou 80 000 dollars à la vente, et que bon, je crois que ma femme, on était prêt à lui dire, bon, ben oui, façon de négocier, on va dire 60 heures. Et puis elle m'a dit non, attends, on va dire 35. Ah bon, 35? Ah ben, il était à l'agonie hein, dans votre cas. Mais ça, moi je ne le ressentais pas, je ne savais pas comment il était. Et en fait, elle a fait une offre, parce qu'on a fait l'offre après par le mail, par Internet. Et quand on a fait l'offre, ils ont accepté. Et avec ma femme, on a dit c'est impressionnant. C'est incroyable. Alors l'autre point sur lequel je te rejoins, c'est sur la notion du bail. Là, on va être très simple. Hein. Vous oubliez les notions de bail 369 français. En France, toute la protection est du côté du locataire. Aux États-Unis, toute la protection est du côté du propriétaire. Donc, et la deuxième chose, c'est qu'aux États-Unis, dans le contrat, on met ce qu'on veut. Donc, dans un contrat de bail, on peut tout imaginer. Alors, je vais faire très, très court, mais je vais donner un exemple d'un bail que j'ai négocié pour un client. C'était un bail pour un business qui était au bas d'une tour de bureau. Donc, forcément, une grosse partie du chiffre d'affaires était liée à la clientèle dans l'immeuble de bureau. Eh bien, on a indexé le bail sur le taux d'occupation de l'immeuble. C'est-à-dire que immeuble occupé à plus de 70%, loyer complet. Immeuble occupé entre 40 et 70%, loyer divisé par 2. Immeuble occupé à moins de 40%, loyer un tiers. On peut tout imaginer dans un bail aux États-Unis, dans les deux sens. Il faut faire très attention à ce qu'on signe. Donc là, faites-vous accompagner pour la signature de votre lease. Mais par contre, je te rejoins aussi complètement. Le propriétaire, il n'a pas de raison de se tirer une balle dans le pied. S'il a un locataire qui paye son loyer en temps et en heure, qu'aujourd'hui, le fait d'avoir le petit pari ou rendez-vous dans le local du propriétaire, aujourd'hui, ça donne de la valeur à son local parce que ça donne de la visibilité à ses commerces autour, etc. Donc, très concrètement, le propriétaire, à partir du moment où on paye le loyer en temps et en heure, il n'y a pas de raison que... C'est la réflexion qu'a fait le propriétaire de Clark, là, quand on a signé. Quand j'ai demandé d'avoir 5 et 2 fois 3, il a dit oui, c'est un boulanger français, je sais que les Français, ce sont des bosseurs. La réflexion qu'il a fait. Donc, j'avais la chance qu'il avait une bonne opinion des Français. Et un chiffre aussi que j'ai retenu et qui me sert énormément, que tu m'avais dit, Sylvain,
c'est qu'il ne faut pas, très rapidement, il ne faut pas que ton loyer dépasse 10% de ton chiffre d'affaires. Et c'est vrai qu'au-delà de 10%, bon, la première année, tu ne peux pas arriver au 10% parce que tu investis. Mais c'est vrai qu'une fois que tu es sur la bande roulante de ton affaire, et ton établissement, il ne faut pas qu'il dépasse les 10% de ton chiffre d'affaires parce que ça commence à être lourd. Alors, ce chiffre-là, on peut le prendre à l'envers, en fait. Hein. C'est de se dire, quand je signe un lease aujourd'hui, est-ce que potentiellement, je pense que cette affaire, un jour, arrivera à un chiffre. Alors, typiquement, admettons qu'aujourd'hui, quelqu'un signe un lease à $6 000 par mois, 72 000 à l'année, ça fait 72 par 12. Voilà, ça veut dire, est-ce que potentiellement, mon affaire va atteindre les 800 000 $ de chiffre d'affaires? Alors, typiquement, il y a des activités où on sait que c'est possible. Moi, des cafés, des boulangeries, des cafés français qui font plus de 800 000 $ de chiffre d'affaires, j'en ai vu un certain nombre. Maintenant, j'ai d'autres activités où, très concrètement, quand les gens me disent « Oui, il n'y a pas de problème, je ferai 800 000 », j'en dis « Écoutez, ça sera bien parce que je n'ai jamais vu un business dans votre cas qui faisait 800 000 ». Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre les choses dans le sens inverse. Charles, tu passes à la question suivante. La question qui est sur le personnel américain. Donc, quelle est votre expérience avec le personnel et les employés américains? Je vais commencer parce que ma photo qui se trouve derrière moi le montre. J'étais obligé de faire venir mes enfants parce que quand on est boulanger, pour trouver de la main-d'œuvre qualifiée, déjà, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il y a pas mal de boulangers français qui viennent travailler aux États-Unis. Et après, il faut savoir qu'ici, il n'y a pas de contrat en Floride. Donc, l'employé peut partir du jour au lendemain. C'est vrai que toi, tu peux lui dire au revoir, mais quand tu embauches quelqu'un, c'est que tu en as besoin. Donc, tu fais tout pour le garder. Mais l'employé, lui, c'est très difficile. Ma fille qui s'occupait de faire des entretiens, des interviews, elle postait sur des réseaux pour faire des interviews pour serveuses ou n'importe quoi. Je crois qu'elle avait des fois 15 réponses qui disaient oui, on viendra tel jour, il s'arrangeait, et personne ne venait. Mais vraiment personne. Elle avait 10 rendez-vous, et sur les 10 rendez-vous, il y en avait 0 qui venait. Je te rejoins, j'en avais 5 ce matin, j'en ai pas eu un. Ouais, voilà. C'est récurrent. C'est vraiment difficile. L'employé, il arrive le matin, tu penses l'avoir pour le full-time. Il arrive, il dit, au fait, ce matin, à 11h, je dois partir parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste. Et tu dis, mais à 11h, c'est là où j'ai le plus de monde. Comment tu fais? Ben ouais, mais j'ai rendez-vous. Ah, bon, d'accord, ben tu fais avec. Et alors, le rendez-vous chez le dentiste, il n'a pas eu la veille, il a eu bien à l'avance. Mais c'est comme ça. Ici, il faut s'adapter. Alors maintenant, on a eu du mal, mais maintenant, on fait comme pour de la marchandise. On a un stock d'employés, on fait un stock tampon d'employés, on a une masse parce qu'il y a toujours, dans le volume, je crois qu'on est une quinzaine maintenant à travailler. Donc, dans ce volume-là, il y en a toujours un ou deux qui a un problème et qui n'est pas là. Donc, on fait tourner. Alors là, je vais évoquer un peu l'histoire. Alors bon, d'abord, tu as évoqué quelque chose, il n'y a pas de contrat. Effectivement, la Floride est un État at will. Qui dit État at will, dit État sans contrat de travail. Il y a des États où il y a des contrats de travail, il y a des États où il n'y a pas de contrat de travail. La Floride est un État at will. Donc, il n'y a pas de contrat de travail, surtout pour les petits jobs. Sur les gros, les cadres, etc., il y a généralement un contrat. Mais sur les personnes au comptoir ou même en cuisine, il n'y a pas de contrat de travail. Donc, ça, c'est un premier point. La deuxième chose, moi, là, je vais pondérer d'une chose, c'est que j'ai vu passer, donc moi, ça fait 10 ans qu'on est aux États-Unis, il y a quand même eu un changement. Alors, il y a eu un changement, pourquoi? C'est que quand nous, on est arrivé en 2010, le taux de chômage était aux alentours de 10%. Et là, globalement, les gens, quand même, tenaient à leur job. Bon, donc, ils venaient au boulot, ils tenaient à leur job. On est arrivé en Floride en janvier 2020, nous sommes arrivés à 2% de chômage. Qu'est-ce que ça veut dire 2% de chômage? Ça veut dire que si vous perdez votre job, vous avez 5 autres business qui vous attendent. Vous trouvez, on a perdu quelqu'un, non? On a perdu Stéphane, oui. On a perdu Stéphane. J'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre. Ouais, donc on avait cette problématique-là où on est descendu à 2%. De 2% de chômage, on est remonté à 17 en juin 2020, mais on est redescendu à 4,2 la semaine dernière.
Donc, oui, un peu quand même le changement. Alors, il faut aussi penser à une chose, c'est qu'il y a eu quand même, dans le cadre de la crise du Covid, il y a eu d'assez grosses prises en charge des salaires. Donc, il nous dit qu'il revient dans 5 minutes. D'assez grosses prises en charge des salaires par le gouvernement. On a le 23, ça finit le 26 juin. Le 26 juin, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quand même l'impression que les gens vont revenir au boulot. Donc, il y a quand même un phénomène un petit peu particulier qui s'est passé là. Bon, alors, maintenant, espérons que… Mais c'est vrai que c'est très compliqué et les métiers de bouche sont les plus touchés. Les métiers de bouche sont les plus touchés, c'est une difficulté. Olivier, toi, tu as des retours de Oui, pas mal d'autres États. Donc, est-ce que tu peux parler des quelque autres chose. États? Oui. Je veux dire, à l'échelle du pays dans sa totalité, ça fait déjà un très grand nombre d'années que c'est établi. Tous les numéros 1 à bord, donc le chef, voire son second, son assistant, le numéro 1, le numéro 2, sont des gens très stables. Il n'y a plus de turnover. Ça n'existe plus de débaucher un chef. Un numéro 1 reste en place. Il va investir dans un logement, une maison, l'achat d'une maison. Il va commencer une famille avec des enfants éventuellement. Donc, son intérêt personnel, c'est de rester en place et de faire équipe avec le propriétaire. Maintenant, les propriétaires qui sont un petit peu plus prudents vont chercher à intéresser le numéro 1 à bord. Donc, sous différentes formes, un commissionnement, une participation aux actions de l'entreprise. Mais ce que je cherche à dire, c'est que si dans les années 80, voire les années 90, il était relativement fréquent de voir un numéro 1 passer d'une maison à l'autre parce qu'il souhaitait changer de région, parce qu'il souhaitait bénéficier d'une augmentation de salaire, ceci n'existe plus. Maintenant, un numéro 2 qui a été formé de zéro et qui est devenu un numéro 2 peut éventuellement avoir l'ambition de devenir un numéro 1 ailleurs. Mais il réfléchira 2 fois avant de se faire embaucher. Et il faudra qu'il y ait une augmentation de salaire certaine pour qu'il accepte de changer de job, pour qu'il accepte de changer de région, qu'il accepte de changer d'employeur. Donc ça veut dire quoi? Un investisseur, un entrepreneur qui crée de zéro une nouvelle affaire doit avoir sous la main un numéro 1. Soit c'est l'investisseur lui-même qui est le numéro 1, ou bien il doit embaucher un numéro 1. Donc, il doit jongler. Ces dernières années, il était fréquent de voir un numéro 1 venir d'Europe, un Français, un Belge, un Suisse, un Italien, un Espagnol, quelqu'un qui était qualifié dans la profession pour prendre le poste de numéro 1. Et généralement, le numéro 2 était quelqu'un que l'on formait sur place, quelqu'un qui avait peu de connaissances, mais quelqu'un qui avait de l'ambition, quelqu'un qui avait de l'énergie, quelqu'un qui avait vraiment envie de devenir un numéro 2. Bon, il faut que le salaire soit aussi en conséquence. Et alors, le gros avantage aux États-Unis, c'est qu'au-delà du numéro 1 et du numéro 2, après, nous avons affaire qu'à des petites mains. Je ne sais pas si c'est l'expression utilisée en France, mais que des petites mains, des petits salaires, des salaires qui sont proches du salaire minimum horaire légal. Et ce sont souvent des gens d'origine latino, d'autres régions du monde que l'on appellerait developing world, et des gens qui ont envie de travailler et qui n'ont pas peur de mettre la main à la pâte. Et donc, on se constitue une équipe de petites mains et des gens qui vont à la fois manipuler les plaques, faire la plonge, le nettoyage du sol, faire éventuellement du service en salle et participer à la production. Donc, peut-être que Joël peut faire des commentaires supplémentaires. Alors, selon les régions aux États-Unis, on a davantage accès à une communauté latino. Si on est en Californie, on aura peut-être davantage accès à des Asiatiques. Si on est à Boston, on va peut-être avoir affaire à des Brésiliens. Si on est à New York, on aura affaire à une communauté du Sénégal ou du Bangladesh. Donc, si je regarde l'ensemble de nos clients, en général, il y a une forte majorité communautaire d'un pays en particulier qui domine dans chaque établissement. J'ai nommé quelques pays, fournisseurs de main-d'œuvre à moindre coût. Il y en a bien d'autres, mais bon, si les Latinos dominent en premier, les Mexicains, les gens originaires du Guatemala ou les gens originaires du Nicaragua ou de l'Honduras, il est fréquent de trouver ces gens-là dans les États du Sunbelt, mais jusqu'à New York, Washington. Vous allez à Washington, toutes les grosses affaires en boulangerie-pâtisserie ont essentiellement des gens originaires de El Salvador. Et lorsque ces petites mains
ont acquis une connaissance un peu plus approfondie du métier, bon, ils se laissent embaucher chez d'autres concurrents hein, en vue de gagner 1 ou 2 dollars de plus par heure. Hein. Mais il y a une source, je dirais, d'embauche qui semble être comment dire, prioritaire dans des communautés bien particulières. Voilà. Je ne sais pas si Joël a été confronté à une communauté en particulier qui vivrait autour de Tampa, Sarasota. Qu'est-ce que tu as à dire, Joël? Oui, non, il est vrai que quand je suis rentré dans des restaurants, des gros restaurants ici, c'est vrai qu'en cuisine, la majorité de gens que j'avais, que je voyais, c'était des latinos. Et que dès que je voulais embaucher quelqu'un qui sache m'aider pour faire des croissants ou quoi, j'étais obligé de me retourner soit un Argentin, soit un Mexicain, parce qu'ils avaient un petit peu manipulé ça. Et on a toujours dit, eh bien, eux, tu leur montres, et c'est même eux qui te disent, montre-moi comment on fait, je vais te le refaire. Et tu leur montres comment faire le produit, et ils y vont, ils vont s'essayer, ils vont insister, et ils y arriveront. Et puis voilà. Et c'est vrai que des Américains, ils sont bien volontaires pour venir faire ce métier, mais c'est plutôt une volonté philosophique pour dire, ouais, je sais faire des croissants, alors que le latino, c'est vraiment pour manger, pour pouvoir envie de gagner sa vie. Et puis, ça fait partie, je pense, de leur religion, la nourriture, comme chez nous, un petit peu. On va accélérer un tout petit peu les choses pour pouvoir prendre des questions ensuite. Ouais. Alors, une question qui d'ailleurs que j'avais prévue et je vois qui vient d'être posée ici et qui peut être intéressante parce qu'en fait, on va pouvoir même la doubler, la question. Ouais, c'est faut-il impérativement parler anglais pour être boulanger aux États-Unis? Mais je pourrais presque rajouter qu'en Floride, c'est peut-être pas plus mal aussi de parler espagnol. Mais ouais. Ça peut aider aussi. Ça m'a aidé. Voilà. Ouais, tu parles espagnol, Joël? Oui, mon nom c'est Garcia. Donc... Ah oui. D'accord. Donc, l'air de rien, ça peut aider. Donc, alors, par rapport à ça, alors, qu'est-ce que vous diriez sur la question de l'anglais pour être boulanger aux États-Unis? Vas-y, Stéphane. Ouais, je suis revenu. Je peux rattaquer. Ouais. Alors, on a la chance, nous, dans notre métier, d'être plutôt en arrière-plan. Donc, je veux dire que juste des notions peuvent suffire pour commencer. Donc, on n'est pas en contact trop direct avec la clientèle. Tant qu'on arrive à donner nos consignes, on a des métiers qui sont manuels, donc c'est plus facile de montrer que d'expliquer. Donc, ça aide énormément. Par contre, il faut quand même bien anticiper la chose, parce que je sais que pour moi, ça a été quand même relativement difficile et je m'y suis pris quand même quelques années avant. Donc, principalement, je pense au visa, qui est lui en anglais. Donc, il ne faut pas sous-estimer parce qu'on est boulanger l'anglais. Mais il y a des métiers, je pense que le niveau demandé sera largement supérieur au nôtre, quoi. Donc, moi, j'arrive à tenir des petites conversations simples, répondre au téléphone maintenant, mais je ne vais pas dire que le téléphone. Oui, le téléphone, c'était vraiment un calvaire au début. Vraiment... Parce qu'il faut dire qu'on a des notions d'anglais, mais on n'a pas des notions d'américain. En plus. Le langage est différent. Hein. Et c'est vrai que il faut avoir un minimum d'anglais pour pouvoir justement converser avec les gens ou quoi que ce soit. Parce que moi, je suis plus devant avec la clientèle et à parler avec eux. Et c'est ceux qui recherchent aussi. Ils aiment bien voir le patron venir et leur dire bonjour. Et je connais là, je passe le plus de temps non plus, quoi. Ouais, c'est ce que je leur répondais quand ils me demandaient il faudrait avoir un plus gros restaurant. Et je dis j'aurais pas le temps de discuter avec vous si j'ai un plus gros restaurant. Ah oui, c'est vrai, restez comme ça, qu'ils me disaient. mais c'est vrai qu'il faut avoir une base parce qu'on est un peu perdu quand ils commencent à discuter. Comme je t'avais expliqué, ils parlent et puis déjà, ils ont un humour qui est légèrement différent du nôtre. Et en plein milieu d'une conversation, il sort quelque chose et qui n'a rien à voir avec la conversation, mais tu te dis, est-ce que j'ai compris ce mot-là? Est-ce que c'était ça? Et en fait, tu te dis, oui, il a bien dit ça quand même, je l'ai bien compris. Et en fait, c'était une vanne, enfin, une petite rigolade qui voulait sortir, mais qui, pour moi, n'est pas la même, fait que je n'ai pas ressenti ça. Et je disais, oh, j'ai vu qu'il rigolait, à ce moment-là, tu esquives un sourire, et tu dis, oh, c'est bon, ça passe, mais tu comprends bien qu'il a compris que tu n'as pas compris, en fait, c'est vraiment marrant. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un minimum de base. Et puis après, on s'adapte. Hein. Moi, je parle beaucoup mieux l'anglais maintenant qu'il y a 6 ans, avant que j'arrive. Et je réponds beaucoup mieux au téléphone. Donc,
au début, c'est vrai que le téléphone, c'était vraiment très, très, très difficile. Il m'a fallu pratiquement 1 an pour pouvoir répondre au téléphone aux questions. Parce que quand il passe des commandes, des fois, tu ne comprends pas. Et quand il arrive, le client, il ne dit, c'est pas ça, c'est ça. Ah, bon, mais attendez, je veux le faire. On répare. Mais il faut un minimum, pour être à l'aise avec le client, surtout aussi. Pour être à l'aise. Tu vois, et puis après, deux, pour discuter avec les gens qui en ont besoin, la banque, le social, et ainsi de suite. En 2010, quand on est arrivé, je me rappelle, nous, on avait effectivement à l'époque un commerce où on était en face à face avec les clients. Et moi, je me rappelle vraiment en 2010 de voir sonner le téléphone et on était chacun d'un côté du téléphone avec ma femme. On regardait sonner le téléphone et on se disait lequel des deux va décrocher. Parce que honnêtement, c'est vrai qu'au début, le téléphone, c'est quand même pas évident. Quand vous avez les gens en face de vous, vous avez le contexte, vous savez de quoi ils vous parlent. Mais quand le téléphone sonne, en sachant qu'en plus, concrètement, actuellement, quand le téléphone sonne 3 fois sur 4, c'est de la pub. Ouais. Sauf qu'il faut comprendre qu'en fait, c'est de la pub. Donc, il faut partir dans une longue discussion pour rendre compte au bout de 5 minutes qu'en fait, le gars, il est en train d'essayer de vous vendre un truc. Mais voilà, donc oui. Sinon, ils sont patients quand même. Ils sont patients quand même. Quand on n'a pas compris, on leur demande, et ainsi de suite. Ou alors même des fois, en direct, sans parler du téléphone, quand je ne comprends pas la première fois, je leur dis « permis ». Ils me répètent la même chose avec des mots différents. Et là, j'ai compris et je dis, mais qu'est-ce qu'il m'a dit avant? Parce qu'il a voulu dire la même chose avec des mots différents que j'ai bien compris. Donc, c'est vraiment, c'est marrant. Mais bon, ils sont patients quand même. Ils sont quand même relativement patients. Ils nous aident à nous adapter. C'est vrai qu'ils sont très sympathiques. Ouais. Tu as insisté tout à l'heure quand même, par contre, effectivement, Stéphane, sur l'entretien. Oui, parce que pour venir, il faut passer. La plupart de vous devraient passer par un visa qui s'appelle un visa E2 dans lequel il y a un entretien. L'entretien, il y a quelques années de ça, certains officiers le faisaient faire en français. C'est plus du tout le cas. Moi, j'ai eu la chance, moi. Toi, c'est en français? Non, mais quand j'ai dit j'ai du mal un petit peu, elle m'a dit c'est pas grave. Alors, je pense quand même que pour les métiers de bouche comme boulanger, restaurateur, etc., d'abord, ils sont quand même moins. Globalement, je n'ai pas vu à ce jour de business de restauration ou de boulanger avec des visas refusés. Parce que déjà, dans les critères de visa, il y a quand même le professionnalisme. Et globalement, un boulanger qui vient ouvrir une boulangerie aux États-Unis, je veux dire, ça fait sens. Donc déjà, toute la question du professionnalisme, elle est oubliée. La deuxième chose, comme vous l'avez dit tous les deux, ce n'est pas des métiers où on est forcément en front office. Vous avez du personnel qui est en front office et vous, généralement, vous êtes plus, vous n'êtes pas au four et au boulot. Vous êtes plus au four, en l'occurrence. Donc, globalement, je pense qu'il y a ça. Alors, dans le cas de Stéphane, ce qu'on avait fait à l'époque, c'est que, d'ailleurs, Aliasis peut-être aujourd'hui, Stéphane avait pris des cours avec une Américaine avec qui on travaille, qui est basée à Grenoble, qui s'appelle Christina. Et qui a mis un petit peu en place des cursus un peu spécifiques justement de préparation à l'entretien pour le visa E2. Donc voilà, ça aide. Ça aide parce qu'après, la problématique aussi de l'entretien, c'est de ne pas arriver non plus à l'entretien complètement crispé, stressé, et justement de ne pas arriver à répondre aux questions, pas à cause de l'anglais, mais par rapport au stress. Donc voilà. Oui, une chose importante, c'est qu'il faut dire, c'est que ce soit Stéphane ou moi, on est venu faire notre métier en France. Donc, l'aspect pour le visa qui pouvait nous mettre la pression, dire est-ce qu'il va être accepté, on avait une assurance qui montrait qu'on savait ce qu'on allait faire. On savait dans notre façon de présenter et d'être présent, on était sûr de nous, de notre métier. Ça, c'est important aussi. Ah ben c'est clair, c'est clair. Charles, la suivante. Alors, et si c'était à refaire, est-ce que vous reviendrez aux États-Unis? Je pense que la réponse. Moi, sans hésiter, hein, il n'y a pas photo. Oui, j'avais peur quand je l'ai fait. Je m'étais dit, tu verras, dans quelques années, tu diras si je l'avais fait plus tôt. Et puis je disais non, si tu l'as fait à ce moment-là, c'est que tu l'as senti qu'il fallait le faire à ce moment-là. Et puis c'est vrai qu'il faut pas précipiter les choses, il faut le faire quand on le ressent et quand on a les moyens, parce qu'il faut quand même certains moyens. Mais si c'était à refaire, je le referais.
même si la durée du visa au jour d'aujourd'hui est passée de 5 ans à 25 mois, c'est ça? 2 ans. 2 ans. Ouais, à 2 ans, même si elle est passée à 2 ans, je pense que je le referai, peut-être avec une appréhension un peu plus définie dans le sens où est-ce que la réussite va être programmée dans les 2 ans à venir, parce qu'il y a quand même, bon, moi c'est vrai, j'ai eu la chance de rapidement de réussir, même Stéphane aussi, je crois, Ouais. pareil. Mais je pense que ça, c'est lié à notre métier. C'est pas de la chance, c'est du travail. Oui, voilà, c'est ça. C'est parce qu'il faut dire aussi quand même qu'on est partis de France tous les deux. On en a parlé ensemble il y a quelques jours. On avait eu du succès en France. On n'était pas venu ici déprimés. On est venu faire notre métier et c'est pour ça que je ne suis pas venu ouvrir un bureau de Realtor. Je suis venu faire boulanger parce que je suis boulanger. Ouais. Et ça, c'est important. J'allais dire, si cela peut être rassurant pour les prochains candidats à l'expatriation, sachez que parmi nos clients, je peux dire, personne n'est retourné en France ou ailleurs dans le monde entier, peu importe le pays d'origine, et le nombre d'échecs est pratiquement, comment dire, sur les doigts d'une main par rapport à des centaines de créations. Je ne me souviens pas d'avoir connu plus de 3 ou 4 échecs qui méritent la peine d'être commentés. Donc, les chances de succès sont définitivement là, à condition d'être bien entouré. Si je peux me permettre, constituer une équipe de gens qualifiés, des professionnels qualifiés qui vont entourer, encadrer, guider l'investisseur de manière à ce que tous les postes soient bien présentés dès le départ. Je pense à un agent immobilier, je pense éventuellement à un marchand de fonds de commerce, je pense à un avocat qui va constituer un dossier d'immigration, un équipementier. Éventuellement, mettez dans l'équipe un propriétaire qui tombe amoureux du locataire. Hein. Tout ça, ce sont des participants comment dire, qui vont jouer un rôle très important. Donc, s'il y avait un élément manquant ou s'il y avait un élément malhonnête dans cette équipe, il y a de fortes chances que le projet peut capoter à tout moment. Hein. Donc, mettez-vous en confiance avec des gens qui ont une réputation et qui ont pu démontrer jusqu'à ce jour que toutes les opérations qui ont été montées en collaboration avec les membres de cette équipe, il n'y a eu que des affaires à succès et aucun échec au passage. C'est Stéphane, vrai que... Pardon, vas-y Stéphane. Non, Stéphane, tu peux nous rappeler comment tu as convaincu ton propriétaire? Je lui ai fait des pâtisseries. J'ai profité de la cuisine à Sylvain pour faire quelques pâtisseries, donc Paris-Brest, je sais pas ce que j'avais fait, tarte normande, quelques pâtisseries, et lors du meeting, on l'a soudoyé. Alors, rendons à César ce qui est à César. C'est mon épouse Daphné qui avait soumis cette idée en disant le propriétaire, faudrait lui amener des pâtisseries, et à mon avis, il signera. Parce qu'on nous avait dit que le propriétaire serait compliqué. On nous avait prévenu, on nous a dit, le broker du vendeur nous avait dit attention, le propriétaire n'est pas facile. Ah bah, des propriétaires pas faciles comme lui, j'en veux tous les jours. Hein. Ouais, non, je suis bien content de lui, moi, honnêtement. Ouais, non, mais effectivement, non, ça s'était très très bien passé. Ouais. Joël, je t'ai coupé la parole. Oui, non, c'est parce que c'est vrai que on n'y réfléchit pas, on n'y pense pas, mais c'est vrai que d'avoir été suivi par toi, Sylvain, sincèrement, honnêtement, tu vois, je retiens les choses que tu disais de 10% du loyer, des trucs comme ça. Le professionnalisme que tu nous as apporté, c'est vrai que ça m'a aidé. Olivier, pareil. Et ça, quand on est de l'extérieur, qu'on n'est pas dans le pays et qu'on est en France et qu'on est loin de tout et qu'on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, d'avoir des gens comme ça qu'on sent que c'est professionnel et qui nous disent des choses et que tu te sens, bon, c'est quand même sérieux, on se sent rassuré. On se sent rassuré. On n'est pas venu. Je me sentais rassuré, honnêtement, c'est vrai. Ouais, j'ai dit, c'est quand même des choses qu'ils disent, c'est correct, c'est pas du vent, il n'est pas là pour vendre. Quand tu parlais, on voyait que vraiment, tu parlais vraiment de choses concrètes et que tu n'avais rien à vendre, en fait. Tu disais vraiment
le truc. Et ça, c'est important, c'est ce que disait Olivier, c'est important d'avoir affaire à des gens comme ça qui sachent de quoi parler, de quoi il en est, et d'autant plus d'aider aussi pour les translations, j'allais dire, pour pour traduire en français les traductions. Olivier, ça n'est. Je te remercie encore, Olivier, de m'avoir traduit énormément de choses quand je te demandais, attends, on avait traduit notamment le bail, tu m'avais expliqué des détails sur le bail et tout. Et c'est vrai que quand on est maintenant ici, présent ici, et puis ça fait 6 ans, un bail, j'arriverai, celui du second commerce, je l'ai fait tout seul parce que je savais comment ça marchait. Mais quand on est en France, c'est vrai qu'on ne peut pas s'aventurer comme ça à la rigolade. Et il faut s'entourer de bons éléments. Et quand il en manque un, c'est vrai que là, ça peut en pâtir sur la réussite. Ouais, c'est vrai. Avant de commencer à répondre aux questions, deux éléments. Alors d'abord, ce que tu as évoqué, c'est un peu le but aussi de ces webinaires et des chambres de commerce, des 2 chambres de commerce. Voilà, c'est vraiment le but, c'est d'aider les gens, de donner de l'information, de donner du conseil. Très clairement, je pense que le leitmotiv de nos 2 chambres de commerce, et Charles confirmera, le leitmotiv, c'est qu'on ne veut pas voir des gens se planter. C'est aussi simple que ça. On ne veut pas avoir des gens se planter. Or, il se passe des choses, malheureusement, qui ne sont pas obligatoirement très, très correctes par moment. Donc là, le but de nos chambres de commerce, c'est de dire on ne veut pas voir des gens se planter. Donc ça, on donne de l'information. Ce webinaire, il est gratuit. Vous avez des professionnels de grande qualité qui vous répondent. Voilà, vous êtes boulanger, vous êtes pâtissier en France, vous avez un projet de venir aux États-Unis. En 1 heure, un peu plus d'1 heure de cette réunion, vous aurez quand même eu une qualité d'information énorme. Je rebondis sur un autre point très vite, c'est sur visa 5 ans, 2 ans. Alors oui, effectivement, dans un contexte bien particulier, les visas E2 pour les Français, on n'a pas de chance là, sur ce coup-là, sont passés de 5 ans à 2 ans. Maintenant, dans la boulangerie, à mon sens, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, pourquoi? Parce que globalement, généralement, toutes les boulangeries que j'ai vues au bout de 2 ans étaient rentables. Donc, premier critère de renouvellement, rentabilité. Deuxième critère, les boulangeries, ça consomme de la main-d'œuvre. Vous êtes les deux, vous pouvez le prouver, vous avez des équipes conséquentes. Or, le but numéro 1 du visa E2, c'est de créer de l'emploi. Donc déjà, dans vos dossiers initiaux, dans vos business plans, on montre tout de suite que vous allez avoir besoin d'employés, parce qu'un boulanger qui fait 800 000 $ de chiffre d'affaires et qui est tout seul devant son pétrin et devant son four, ça n'existe pas. C'est consommateur de main-d'œuvre comme métier. Donc, renouvellement au bout de 2 ans, généralement, vous avez des bilans corrects si tout a été fait comme il faut, loyer correct et que vous produisez du produit de qualité, accueil correct, vous avez des bilans corrects et en plus, vous avez des équipes confortables. Donc, je n'imagine pas un dossier de visa E2 de boulanger non renouvelé. Donc oui, 2 ans, c'est pas drôle, mais dans ce contexte-là, honnêtement, ça ne devrait pas poser un problème existentiel. Non, c'est juste que c'est onéreux. C'est onéreux de renouveler 2 ans et demi. Ouais. Alors, on espère des améliorations. On espère des améliorations dans ce domaine-là. Entre autres, des renouvellements à distance. Londres commence à proposer des renouvellements par Zoom. Donc, peut-être que Paris s'y mettra. Je ne sais pas, nous, pendant la pandémie, que j'ai été obligé de… Ah oui, toi, oui. Ça. Moi, ils ont refusé. On a fait 2 fois la demande. Ils ont refusé. Alors, Paris, malheureusement, pour le coup, Paris n'est pas l'ambassade la plus sympa. Alors, on espère que ça, c'est des choses qui vont évoluer. On attend un nouveau… l'ambassadeur de France, l'ambassadrice d'ailleurs, en l'occurrence de France aux États-Unis, a démissionné le jour de l'élection, enfin le jour de la prise de pouvoir de Joe Biden. Il n'y a pas de nouvel ambassadeur qui a été nommé. Sachant que les équipes des ambassades sont très très souvent à la couleur de l'ambassadeur. Donc si jamais l'ambassadeur est un peu… Et on a eu une ambassadrice quand même pendant 4 ans qui était quand même très 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 compliquée. Donc voilà. Je vais prendre des questions. Alors, quel est le but de la réunion? Je ne vais peut-être pas répondre à cette question maintenant. Si je comprends bien… Pour ton information, on a aussi beaucoup de questions dans le Q&A. Ah d'accord, ok, je n'avais pas vu qu'on avait ouvert le Q&A. Alors on va prendre vite fait les premières. Si je comprends bien, il est difficile, voire impossible de vivre du métier de boulanger en France, mais aux USA, oui. Bon, il y a certainement des boulangers qui vivent de leur métier en France. Ils vivent. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que j'ai bien précisé dans mon village de 2500 ans, mais c'était difficile. On était 2, on s'entendait très bien, mais c'était très difficile.
On vit mieux aux États-Unis. Pour résumer, on gagne mieux sa vie à taille de boulangerie équivalente. On gagne mieux sa vie aux États-Unis qu'en France. Oui, je fais plus quand même ici qu'en France. Okay. D'accord. Alors, que pensez-vous de s'installer aux États-Unis en tant que célibataire et donc pas d'épouse avec qui travailler? Il faudra en trouver une ici. Ouais, après, là, c'est plus facile pour avoir la green card. Alors là, pour la carte verte, c'est génial, là, pour le coup. Pas de souci. Oui, c'est jouable. Oui, c'est jouable. Oui, on peut venir sans épouse. Avez-vous une idée du budget? Ça a été largement évoqué. Hein. Les plus petits budgets, c'est dans les 100, mais dès qu'on va partir sur des créations, il faut plutôt quand même viser dans les 300. Et puis après, sky is the limit. Ouais, il faut garder quand même un budget pour s'installer personnellement aussi. Hein. Il faut le prévoir aussi, hein, parce que ça coûte de l'argent pour s'installer. Le projet. Tous les voyages qu'on fait en amont, pour les visites, pour découvrir l'état qu'on veut être. Aussi, c'est un coup. Peut-on trouver facilement des fournisseurs? Là aussi, peut-on trouver facilement des fournisseurs? Vous avez répondu. Nous avons fait appel à Olivier Fro pour nous guider dans l'achat de notre équipement. Donc voilà, on a quelqu'un qui est une de tes connaissances, Olivier, a priori. Alors, d'après vous, ça c'est moi qui en ai parlé, d'après vous, un Subway serait un bon fonds de commerce à racheter? Alors non, on ne s'est pas compris. Un Subway, vous l'achetez, vous enlevez le panneau Subway et vous faites une boulangerie à la place. Parce que typiquement, par contre, les Subway actuellement, je le déconseille très très fortement à l'achat. Parce que Subway, ça va très mal. Alors, parliez-vous anglais? Ça a été un mot sur l'apport du comptable tax preparer. Qu'attendez-vous de ce type de profession? Et qu'il fasse des bilans corrects. Oui, c'est pas évident. Ouais. Surtout si on a des biens, en France et qu'il faut faire les déclarations comme on avait, c'est pas évident de s'entourer de bons comptables. Et là, on peut rien. Moi, je ne peux pas conseiller. Moi, je donne 3 noms. Alors, je ne vais pas les donner aujourd'hui. Vous me contacterez si vous souhaitez avoir les 3 noms. Moi, je donne 3 noms de gros cabinets de CP. Alors, 2 cas de figure. Premier cas de figure, vous n'avez que votre business aux États-Unis. Si vous n'avez que votre business aux États-Unis, un comptable américain, ça suffit amplement. Ça va très bien. Prenez n'importe quel comptable américain et ça va très bien. Vous avez votre business aux États-Unis, mais vous avez gardé des avoirs et des revenus ou des revenus en France. Alors là, typiquement, prenez quelqu'un qui connaît bien les 2 systèmes. Et là, j'ai 3 cabinets avec qui je mets en relation parce que c'est pas tellement pour la question des impôts. Vous n'aurez pas d'impôts à payer sur vos revenus français aux États-Unis. Par contre, vous avez des obligations de reporter certaines choses, dont votre patrimoine et vos comptes bancaires, etc. Et si vous ne le faites pas, les pénalités sont problématiques. Ce n'est pas les impôts en eux-mêmes, c'est les pénalités si vous ne reportez pas. Donc là-dessus, attention, parce que là, malheureusement, ça peut avoir des conséquences. Ça fait mal. Ouais, ça peut faire mal. Bon, alors on a vu pour ça. Alors, il y a beaucoup de questions aussi. Tiens, vas-y, je te laisse prendre la suite. Alors, il y a une Charles. question sur la farine utilisée ici, comparée à la France. Quelle farine utilisez-vous et quelle est vraiment la différence? Alors, moi, j'utilise une farine américaine, King Arthur. Il y a juste eu une adaptation à faire, un petit peu différente de la française, mais on hydrate un peu plus, principalement. De toute façon, ça dépend des blés. Comme en France, des fois, tu as le nouveau blé qui boit plus ou moins. Donc, on s'adapte. Et puis surtout, la King Arthur, moi aussi, j'utilise la King Arthur parce que c'est la même. Elle est no GMO, never beef. Parce que là aussi, j'étais surpris. Ils javellisent la farine, apparemment. Ici, ils mettent du bromate. Alors que celle de King Arthur qu'on utilise, elle n'a jamais été javellisée, elle est toute naturelle, elle n'a pas de OMG, c'est ça? Des OMG, elle n'a pas d'OMG, elle est naturelle et les gens le demandent. Hein. Les gens sont surpris d'ailleurs quand on leur dit qu'on utilise la farine américaine, ils pensent qu'on utilise la farine française. Mais la farine américaine, elle va très bien, il n'y a pas de souci. Oui, pas d'inquiétude. Depuis plusieurs années, il y a 3 ou 4 gros faiseurs, des meuniers qui produisent de la farine de qualité et qui sont réputés. Et vous avez maintenant à votre disposition des vraies farines biologiques
hein, et en grand nombre. Et depuis un an ou deux, il y a une importation de farine française régulière. Donc, le choix est là. Oui, il y est, Et ouais. c'est vraiment pas une complication. Même en Floride, c'est le bout du monde. Je veux dire, il y a un stock de farine qui arrive près de New York, dans le New Jersey, à 2 pas de chez nous, et à partir de là, il distribue dans tous les États. Alors, la prochaine question. J'ai vu que beaucoup de boulangeries françaises proposent une offre de restauration pour le midi. Pour quelles raisons? Alors, je pense qu'on y a déjà un petit peu répondu, mais si vous voulez aller un petit peu sur le sujet, parce que je sais que Joël et Stéphane, justement, vous avez les deux côtés de ce… Oui. Moi, j'ai opté pour c'était mon but au départ. Je leur disais que, parce que j'avais vu qu'aux États-Unis, la boulangerie, c'est un peu comme ils font, je crois, à un moment donné en France, le brunch, là, où ils font des petits déjeuners. Et j'avais dans l'idée d'ouvrir une boulangerie avec de la sandwicherie et faire manger les gens sur place. Et après, j'ai suivi la demande des clients. Je ne pensais pas du tout faire des omelettes, mais je fais des omelettes. Ce sont des consommateurs d'œufs et de poulet aux États-Unis. Donc, je me suis mis à faire des omelettes. Mais je ne m'assimile pas comme au restaurant. Je reste toujours sur bakery, French bakery. Donc, ça reste toujours dans le concept et je fais du breakfast and lunch du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Ils aimeraient qu'on reste plus tard, mais non, parce qu'ici, à partir de 4h, 4h30, les gens vont au restaurant. Et au début, j'ai ouvert à 5h et c'était un défaut parce que les gens arrivaient à 5h pour manger en fait, une quiche ou quelque chose. Et j'avais du mal à fermer à 5h, je fermais à 6h, 6h30. Et c'est après coup que je me suis aperçu que parce que les restaurants ouvrent à 4h et que les gens viennent manger leur repas du soir à partir de 4h. D'ailleurs, ils font des happy hours de 4h à 5h pour les personnes un peu plus âgées. Et c'est du coup qu'on a commencé à fermer plus tôt et on ferme à 3h parce que sinon, on ne peut pas fermer. Mais c'était le but, ouais. Parce que la vente de pain en magasin, c'est comme disait Olivier ou Sylvain, je ne me rappelle plus, c'est vrai que ce n'est pas la même mentalité. L'Américain ne vient pas dans la boulangerie chercher du pain, il vient chercher la pâtisserie, il ne vient pas chercher du pain. J'avais une anecdote, je vendais la baguette moins chère qu'à Publix, qui vendait la baguette française. Je vendais moins cher qu'à Publix, je la vends toujours moins cher qu'à Publix, mais ce n'est pas pour ça que j'en vends 10 000, alors que Publix, ils vendent son pain, parce que les gens ont l'habitude de prendre le pain, leur fameux pain de mie, et ainsi de suite, comme ça. Il faut vraiment se décaler comme Stéphane, vraiment se dépareiller, faire vraiment un panel de pain à la recherche de chaque client. Moi, pour rebondir sur les places assises et les breakfast and lunch, moi, c'est plus un manque de place pour lequel je ne le fais pas encore qu'autre chose. Mais ça ne sera pas ma priorité non plus. Je préfère rester sur l'offre pain-pâtisserie que faire ce que je sais faire. Parce que c'est vrai que je suis un cuisinier. Et par contre, oui, ça mériterait d'être développé un peu plus et on y réfléchit un petit peu. Mais alors, on se donne encore 8 minutes pour 1h52 ici, donc il doit être bientôt 20h en France. On se donne encore 8 minutes pour quelques questions. Et je vais prendre, et là, s'il y a quelques questions qui ont été rajoutées sur le chat. Le bio, ça existe. Ici, ça s'appelle organique. Oui. Il peut y avoir une offre bio, bien sûr. Oui, il y a la demande. Marketing, importance du marketing. Oui, c'est quand même, je veux dire, un business qui ne fait pas du tout de marketing. Après, il n'y a pas non plus nécessité de marketing, surtout le marketing local pour une boulangerie. Donc, ça va être très… Comment ? Sur les réseaux sociaux. Oui, réseaux sociaux, marketing local, réseaux sociaux, etc. Oui, les réseaux avec Yelp, tout ça, là, c'est vrai qu'ils fonctionnent comme ça. Ouais. Tiens, quelque chose d'important juste à évoquer. Vous avez quelques sites ici, comme par exemple Yelp, TripAdvisor ou des sites comme ça, ils font et défont une affaire. Hein. C'est-à-dire que si vous avez des mauvaises reviews, d'abord, il faut répondre aux reviews. Quand on a une mauvaise review, quand on a une bonne review, on dit merci. Quand on a une mauvaise review, on répond et on dit on est vraiment désolé et on va rectifier le tir parce que les reviews, c'est très, très, très important aux États-Unis. Doit-on tout autofinancer dans le cadre d'un visa? Oui, c'est impossible de trouver un crédit. C'est aussi simple que ça. Et même après, c'est compliqué. Donc, ouais, ça c'est un vrai problème. Malheureusement, il faut autofinancer. Peut-on tenir une boulangerie sans être boulanger en embauchant un ou des boulangers français? Alors, là-dessus, je vais vous laisser parler. Moi, j'ai mon avis, mais je vais vous laisser parler.
Moi, je pense pas. Moi, moi c'est pareil. Ouais, c'est vrai. Principalement, Vas-y. comme on avait abordé, il y a un turnover qui est énorme. On ne sait jamais qui sera là le matin. Il faut être capable de tenir n'importe quel poste. Et en plus, sans parler de la formation qu'on a à faire auprès des employés. Donc, Ouais, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a cet aspect, c'est que si tu n'as pas du tout de notion de boulangerie, que tu n'es pas du tout boulanger, que tu dépends d'un boulanger, plus ou moins français ou un autre, c'est un élément clé dans l'affaire. Et si lui, il n'est pas là, tu perds tout. Donc, il peut avoir des exigences qui peut, par la suite, être un petit peu périlleux pour l'entreprise. Et nous, la chance qu'on a, que ce soit Stéphane ou moi, c'est qu'il y en a un qui est le plongeur n'est pas là, et on fait la plonge. Si celui qui fait les croissants il n'est pas là, on fait les croissants. On est polyvalent mais je pense que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, c'est une des forces. Mais plus ici, parce que ouvrir une boulangerie aux États-Unis sans être boulanger, je le déconseille fortement. Olivier? Oui, en quelque sorte, ne soyez pas un investisseur tout simplement avec l'intention de faire du bon argent sans mettre les pieds dans l'affaire et sans avoir aucune connaissance de ce métier. Non, ce serait de la folie pure. Comme je l'ai dit auparavant, soyez animés par une passion. Ce n'est pas seulement la passion de manger des bonnes choses goûteuses, mais c'est aussi la passion de participer à la production et au management et à tous les postes liés à l'entreprise. Donc, si vous êtes d'origine d'une profession complètement différente, faites l'effort de faire une formation rapide, une formation dans des écoles de boulangerie. Sous quelques semaines, voire quelques mois, vous pouvez obtenir une formation qui vous donnera suffisamment, je dirais, d'assurance et suffisamment de connaissances pour prétendre à être le numéro 1 à bord. Mais bon, il n'y a pas d'histoire. Vous aurez beaucoup de choses à apprendre sur le tas. Et dans les premières semaines, les premiers mois, vous apprendrez des choses que vous ignoriez au départ. Enfin, de préférence, entourez-vous de gens qui ont déjà une expérience professionnelle acquise. Donc, si vous êtes un investisseur en reconversion et qui a suivi une formation rapide dans une école de boulangerie en France, arrangez-vous pour embaucher au moins un professionnel qui a quelques années d'expérience. Donc, ce serait dommage de venir seul avec tout simplement une expérience de quelques semaines, voire quelques mois dans une école de formation rapide. Voilà ce que j'aimerais. Non, on a les meilleurs. Moi, c'est vraiment quelque chose que je dis. On fait des conférences en France tous les ans depuis 5 ou 6 ans. Et je dis régulièrement aux Français qu'on a les meilleurs artisans au monde. Les Français ont les meilleures écoles d'artisanat au monde. Les chambres de métiers font un travail extraordinaire. Le compagnonnage fait un travail extraordinaire. Aujourd'hui, moi, j'ai des gens que j'ai vus venir ici et je dis, ils ont de l'or dans les doigts. On a véritablement, alors c'est vrai pour la boulangerie, c'est vrai pour la pâtisserie, c'est vrai pour la restauration, la coiffure, la menuiserie. J'ai vu des menuisiers. Là, j'ai un cas d'une entreprise française qui fabrique des escaliers, qui fait de l'or, parce que les escaliers ici, c'est basique. Mais en France, on a des artisans en or. Donc, quelqu'un qui passerait un CAP de boulanger-pâtissier en candidat libre et travaillerait un petit peu dans une boulangerie française pendant quelques mois, on a plusieurs exemples comme ça de reconversion qui sont des très très bonnes reconversions. Parce qu'encore une fois, la formation française est extraordinaire. Et là intervient la passion. Voilà. Il intervient la passion aussi, parce que c'est là que tu découvres une passion et qu'à ce moment-là, Et puis en faisant la formation, tu verras en plus si ça te plaît. Je veux dire très concrètement, en faisant la formation, tu verras si ça te plaît, si tu travailles et si tu arrives à trouver travailler un petit peu en boulangerie avec un boulanger ou en pâtisserie, c'est là où vous verrez si ça vous plaît. Donc, et en plus, en France, elles coûtent quasiment rien ces formations. La même chose ici, donc il y a une formation de boulanger qui se fait à Orlando dans le cadre de Valencia College, c'est quelque chose comme $20,000 l'année.
En France, c'est quasiment gratuit. Vous pouvez même faire prendre ça dans les, je ne sais plus comment ça s'appelle, les congés formation, les DIF, les je ne sais pas quoi. Oui, oui. Donc, je veux dire, n'hésitez pas. Charles, tu prends une dernière question? Une toute petite minute, voilà, c'est pour ça que je vais poser une question très simple. Avez-vous une fermeture hebdomadaire? Moi, je viens de la faire sauter. Donc, ça fait quoi, 1 mois où on est ouvert 7 jours sur 7. On avait la demande et on a du personnel qui tourne. Donc, moi, je me repose. Il n'y a pas de souci. J'ai 2 jours et demi en fonction du travail qu'il y a en début de semaine. Mais il n'y a aucune problématique pour travailler comme on veut. Non, ici, oui, moi j'ai gardé le lundi. Moi j'ai toujours mon lundi de fermeture, les 2 affaires. Parce que comme ça, si on a besoin de faire des choses en famille, on a toujours le lundi de repos ensemble. Et par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'habite pas loin du golfe du Mexique, mais j'ai pas eu trop le temps depuis que je suis ici d'aller me baigner au golfe du Mexique. J'ai dû peut-être y aller 3-4 fois, peut-être. Parce que quand on est pris. Ouais, non, mais c'est vrai. Après, voilà. Mais maintenant, je viens d'embaucher et j'espère pouvoir en profiter un peu plus le golfe du Mexique et le golfe. Ça, c'est. Faut prendre du temps, c'est vrai. Ouais. Mais bon, Okay. Quand on travaille, vraiment, on a la récompense. En tout cas, je crois qu'il est, donc quelle heure est-il? Il est 2 heures, donc il est 8 heures en France. Je vous laisserai bien entendu à tous les 4 à nouveau la parole. Vraiment merci tous les 3 pour avoir partagé autant d'informations. Là, je pense que les personnes qui auront participé, s'ils avaient ce type de projet, honnêtement, vous leur avez donné de l'or en barre au niveau information. Donc non, c'était vraiment extraordinaire. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont suivi le webinaire. Donc, je pense qu'on verra ça donc avec Charles pour vous envoyer un email avec un lien de replay pour le mettre sur nos différents réseaux sociaux. Charles? Alors, j'aimerais dire aussi qu'il sera rediffusé très bientôt sur notre chaîne YouTube, notamment Framco, tout simplement, sur YouTube, où vous pouvez nous retrouver. Et un grand merci à nos 3 intervenants, Olivier, Stéphane et Joël, qui nous ont donné plein d'informations aujourd'hui et qui, je pense, ont donné envie à beaucoup de personnes de déménager aux États-Unis. Voilà. Un petit mot chacun? Ouais, moi je peux dire, écoutez, si jamais moi je suis ouvert à tous et si moi je peux aider, c'est avec grand plaisir. Si vous avez des questions, je peux les répondre aussi parce que en tant que boulanger, on est des confrères, on n'est pas des concurrents. Et si on peut aider sur des renseignements utiles, c'est avec grand plaisir, du vécu, il n'y a pas de problème. Parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui peuvent aider et des questions vraiment très concrètes qui peuvent aider. Donc, mais sinon, oui, c'est vraiment à faire. Si vous avez l'occasion de venir, vous pouvez. Il y a de la place. Moi également, hein, d'ailleurs, je remercie Joël parce qu'il a été un des premiers à me répondre à mes questions quand je préparais mon projet. N'hésitez pas non plus à revenir vers moi s'il y a besoin. Par contre, préparez bien votre projet quand même en amont, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus qui vont arriver. Donc, plus vous en éliminez, mieux ce sera. Et puis, voilà, quoi. N'hésitez pas. Oui, combien de temps ça a duré, toi, Stéphane? Pareil que moi, à peu près. Moi, il m'a fallu 2-3 ans, vraiment, pour finaliser entre l'idée de départ et la nous, on a mis un peu plus de temps. On était plus sur 3-4 ans, mais c'est différent parce que moi, je n'avais pas encore vendu mes affaires. Donc, il y a eu beaucoup de temps d'attente de mise en vente des affaires en France. Donc, voilà, c'est un peu différent. Ouais. Mais ouais, il faut compter au moins 2 ans, je pense, sérieusement. À mon tour de remercier toute l'équipe et en particulier Sylvain et Charles. C'est une excellente initiative d'avoir préparé ce webinaire. En tout cas, je suis disponible pour tous les candidats qui veulent venir s'installer aux États-Unis et j'aurai cœur à les prendre en main et surtout à les conduire à une affaire à succès. Tous les pièges, toutes les erreurs ont déjà été commises. Mon rôle, c'est de m'assurer à ce que les mêmes erreurs ne soient jamais répétées. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, peu importe la nature des questions, je m'arrangerai toujours pour vous mettre sur le bon chemin. Voilà,
Merci à tous une dernière fois. Je remercie aussi les boards de nos deux chambres, donc FABCO et FRAMCO. On salue quelqu'un qui malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui, c'est Alexandre qui a aussi pas mal participé, Alexandre Navarro, qui est vice-président de FRAMCO, qui a beaucoup participé à l'élaboration de ce webinaire, mais qui est en France. Donc, ne pouvait pas participer en France et en famille, il ne pouvait pas participer aujourd'hui. Donc voilà. À très bientôt. Merci encore. Allez, à très bientôt. Merci.